Bonjour. Alors, je suis musicothérapeute depuis 20 ans maintenant, en cabinet indépendant. Et en fait, je suis passée par un très long détour avant d'être musicothérapeute, ce que je voulais faire tout au début. Je suis passée par l'enseignement de la musique, par le mouvement, par la méthode Jacques Dalcroze, en fait, pendant 20 ans et plus. Alors, la définition, en général, c'est que la musicothérapie, c'est une thérapie qui utilise le terrain de jeu sonore dans la relation thérapeutique. Donc le musical, le sonore, c'est le médiateur dans la relation. C'est pas juste écouter de la musique qui fait du bien. Non, c'est dans la relation que le son intervient. Le sonore, le musical, provoque un contact direct avec les émotions. Et ça permet une sorte de redécouverte de son monde émotionnel. Avec les sons, on peut exprimer ce qui est impensé, indicible, ce qui n'a pas été formulé. Et souvent, on me dit, ah, mais le fait d'avoir entendu les choses comme ça les rend plus concrètes pour moi. Parce qu'un son, au fond, il est toujours positif. Il est là, il est présent, il a des qualités. Alors, au fond, les sons, ils ouvrent à la rencontre de son espace intérieur de sensations. Et bah, je pense là, par exemple, à une personne que j'accompagne en ce moment et qui est dans une situation personnelle difficile, physique très difficile. Et donc, elle a été hospitalisée et avec notre accord, je lui ai envoyé une musique tous les jours. Donc, je lui envoie une musique tous les jours et elle m'envoie ce qu'elle ressent. Parce qu'avant ça, elle ne savait pas du tout ce qu'elle ressentait en fait. Elle avait peu d'accès à ses ressentis, à son espace intérieur. Donc, les sons l'ont aidé à ouvrir cet espace, la musique. Alors justement, dans ce cas précis, la patiente n'avait pas de goût. C'est comme si elle n'avait pas du tout écouté de musique alors qu'elle a 61 ans. Elle n'avait pas eu accès à la musique au fond de toute sa vie. Elle s'était pas intéressée à ça. Donc elle pouvait pas me dire je déteste ci, j'aime beaucoup ça. Non. Et donc j'ai commencé par tâtonner un petit peu. Et d'après ces retours, bien sûr, ces retours ont suscité de ma part voilà, des élaborations dans ce que je pouvais lui envoyer. Alors, le fait de passer par les sons, par le non-verbal, retrouve en quelque sorte des interactions qui se sont passées en tout début de vie. Quand tout s'est bien passé, on a une interaction mère-enfant ou père-enfant ou avec l'entourage qui se passe au niveau du non-verbal. Euh, C'est-à-dire l'enfant se sent écouté, entendu, et il y a tout un dialogue non-verbal qui se crée entre la mère et l'enfant, mais entre d'autres personnes et l'enfant aussi. Et voilà que très souvent ce dialogue a été perturbé, où l'enfant n'a pas été écouté, entendu, et le fait de jouer va réparer, restaurer cet espace d'interaction qui est fondamental en fait dans la confiance en soi, dans l'accès à, à son estime de soi, à l'estime de la valeur de son existence même. Alors voilà, avec la musicothérapie, elle permet de restaurer ces liens de sécurité affective. Et quand on joue ensemble, eh bien, il se passe énormément de choses, justement dans ces interactions. Et là, je pense
un enfant qui vient en thérapie chez moi. Il a 10 ans et il a des gros problèmes relationnels avec sa famille, son entourage, à tel point que dans la famille, on a engagé même une éducatrice spécialisée pour aider la famille à mieux communiquer. Mais voilà que en début de thérapie, en début de séance, à chaque fois, euh, on échange ce qui s'est passé dans la semaine sans avoir besoin de passer par le verbal, parce qu'il n'aime pas parler du tout. Mais on va échanger au travers d'un dialogue instrumental. Et il va s'adapter à ce que je propose, que moi je vais m'adapter à ce qu'il propose. Et ces relations s'améliorent. Eh bien, tout simplement, quand je vois quelqu'un prendre une guitare et essayer de jouer comme, comme il ou elle voit à la télévision, par exemple, eh bien, je propose simplement d'écouter les cordes et d'en choisir une qui lui plaise particulièrement. Et après, d'essayer de varier quelque chose sur cette corde, par exemple. Et donc, la personne comprend très vite que il s'agit pas de performer, il s'agit pas de savoir-faire, qu'il s'agit d'autre chose. Alors là, je vais vous partager mon, voilà, je vais vous partager pour vous expliquer. Donc là, sur ce schéma, on voit qu'il y a, à partir de la cochlée, donc la cochlée, c'est là où il y a les cellules ciliées et où le son arrive pour être traité dans l'oreille interne, eh bien, il y a deux voies. L'une en rouge là qui va jusqu'au cortex auditif, à la discrimination, à la mémorisation, mais qui passe par beaucoup de stations, vous voyez. Et en dessous, il y a une voie en vert là qui va directement à la formation réticulée, donc qui est dans notre cerveau émotionnel, si j'ose dire, et ensuite qui arrive au cortex limbique où sont les émotions, où réagissent les émotions. Et donc, très 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 souvent, en fait, l'émotion arrive avant même que la personne ait pu penser à quoi que ce soit. Et la musicothérapie, elle utilise justement ces voies auditives qui permettent d'accéder aux émotions sans passer par les mots, sans passer par ce qu'on se raconte, et qui empêchent souvent d'aller vers l'émotion. Bon, alors tous les contenus émotionnels, surtout ceux qui sont cachés derrière des pensées récurrentes ou des phrases, des concepts beaucoup répétés. En musicothérapie, on permet donc à des personnes qui sont, par exemple, très habiles avec le langage ou avec les concepts, qui sont très mentales, entre guillemets, euh, d'atteindre leurs émotions avec une moindre influence du langage. Mais voilà, elle permet aussi à des personnes qui ont des problèmes de langage de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions au-delà des mots. La musicothérapie, c'est le jeu en relation, donc le patient et le thérapeute qui jouent en relation et qui permettent énormément de sortes d'interactions. Et la musicothérapie réceptive, c'est à l'écoute de musique, la projection sur la musique de son espace émotionnel et de pouvoir exprimer son ressenti à l'écoute d'une musique. Voilà. Alors, dans une thérapie, l'articulation se fait selon la problématique du patient. Pour un patient très anxieux, il peut être angoissant justement de jouer ensemble par ce souci de performer ou de devoir, oui, faire montre de savoir-faire. Mais
par exemple, donc là, avec une personne très anxieuse, bah, je vais peut-être proposer par écouter de la musique plutôt que jouer, bien que parfois ce soit l'inverse justement. Avec un adolescent qui écoute beaucoup de musique, je lui proposerais d'écouter sa musique préférée et d'écouter ensemble une musique que souvent il écoute seul et de pouvoir en parler, d'entendre ce qu'il aime dans cette musique, qu'est-ce qui le touche et voilà. Mais en général, dans mon cabinet, je travaille plutôt en actif. Le fait de traduire de façon sonore une situation, une émotion, une relation n'est pas évidente pour tout le monde. Il y a des personnes pour lesquelles c'est comme un autre monde, donc ça paraît juste une drôle d'idée. Et pour d'autres, c'est juste immédiat. Par exemple, je pense là à une personne que j'accompagne en ce moment et qui est une femme d'environ, elle doit avoir 45 ans. Elle a des soucis avec son employeur. Et donc, quand je lui demandais de traduire comment elle entend son employeur, son chef plutôt, eh bien, elle a choisi le gong. Alors, je vais le chercher là, il est à côté, et elle a joué ce gong. Puis elle m'a dit, ah bah, il prend toute la place, on est obligé de l'écouter tout le temps, il prend toute la place. Bon. Et quand je lui ai demandé de choisir un instrument pour sa part à elle, dans la relation avec son chef, elle a choisi une petite flûte là que je vous montre là, voilà. Et elle a joué comme ceci. Et à sa grande surprise, eh bien cette petite flûte, elle fait vibrer le gong, elle fait vibrer aussi tous les instruments, tous les gros instruments qu'il y a dans mon cabinet, par exemple ma table de massage avec les cordes dessous, la harpe, des choses qui vibrent. Et cette vulnérabilité qu'elle exprimait avec cette petite flûte, eh bien, elle s'est rendue compte que, eh oui, son son à elle, même d'un petit instrument, pouvait avoir une influence absolument énorme sur tous les gros instruments. Là, je pense à une jeune femme qui est venue suite à justement des difficultés relationnelles, euh, tous azimuts, mais particulièrement avec son nouveau copain. Et quand je lui ai proposé de choisir un instrument de bien-être et d'affirmation, elle a choisi celui-ci. Donc ce tambour et je vais prendre plutôt la baguette qui est derrière. Voilà. Et elle a joué comme ça, de façon très affirmée. Et elle écoutait le son. Je l'ai accompagnée, bien sûr. Je ne l'ai pas laissée toute seule avec cette affirmation. Alors, je refais cette phrase. Je ne l'ai pas laissée, bien sûr, toute seule avec cette affirmation. Je l'ai accompagnée au piano. Et elle a joué un bon moment. Et après un moment, elle m'a dit, mais au fond, je peux créer. Je peux créer quelque chose, moi aussi. Et ça a été une révélation pour elle. Qu'elle pouvait créer quelque chose, justement, dans la relation, elle. Alors, c'est souvent une conscience de sa capacité d'action, comme là dans l'exemple précédent, et puis surtout aussi la sensation d'être entendu et accompagné, parce que moi je vais renvoyer ce que j'ai entendu, je vais accompagner, je vais soutenir, ou parfois confronter aussi. Mais voilà,
cette sensation très forte d'exister. C'est aussi l'occasion de constater qu'on peut jouer fort ou doucement, mais qu'on peut être entendu quand même aussi. On parle d'ISO, c'est-à-dire d'identité sonore de la personne. Et lors des premières séances, je vais demander les préférences de la personne ou bien les aversions en matière de musique ou le passé musical de la personne, si la personne a pris un instrument ou qu'elle a été baignée dans un milieu musical. Et à partir de là, eh bien, je vais choisir des extraits musicaux qui correspondent ou non justement euh, à l'ISO de la personne. Alors une écoute musicale passive, d'abord c'est une écoute n'est jamais passive. Écouter de la musique stimule le cerveau beaucoup plus que la parole au fond. La musique stimule plus de zones dans le cerveau que la parole. C'est ce qui fait que, par exemple, une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer va pouvoir chanter des chansons avec toutes les paroles alors qu'elle ne peut plus dire son nom. Parce que la musique a fait fonctionner plus de zones du cerveau. Mais votre question, c'était les risques. Alors, écouter une musique en boucle, comme le font souvent justement les adolescents qui sont déprimés, peuvent être enfermants. Ça peut être enfermant et alors il faut trouver des échelles de sortie. Alors la parole est bienvenue, évidemment, et elle prend parfois toute la place ou presque dans la séance. Parfois, certaines personnes ont avant tout besoin de déposer, d'expliquer, de raconter. Et moi, je reste toujours musicothérapeute. J'écoute la voix, j'écoute la respiration, j'écoute l'intonation et je renvoie aussi ce que j'entends de ces critères-là. Et comme je pratique en parallèle de la musicothérapie, une autre thérapie qui s'appelle la thérapie mosaïque, eh bien, en cas de trauma, la parole est alors très présente. C'est parfois la première fois que quelqu'un ose dire quelque chose. Alors je vais bien sûr lui laisser toute la place pour le dire. Alors la parole est souvent nécessaire pour prendre conscience de ce qui s'est passé, par exemple dans un échange non verbal, pour beaucoup de patients. Mais elle peut aussi être une sorte de fuite pour ne pas aller justement dans les émotions qui sont derrière ce qu'on se raconte. Alors à moi, en tant que thérapeute, d'aider la personne, si j'ai l'impression que c'est bien le cas, d'aller progressivement derrière les mots. J'ai une patientèle qui est un peu ciblée, donc je ne peux pas vous dire pour d'autres patientèles, mais donc je reçois principalement des adultes dont beaucoup ont des problèmes d'anxiété, d'acouphènes, de stress, et donc à ce titre-là, je vois que le fait d'entrer par un autre chemin que la parole seulement aide énormément à prendre conscience de sa façon de gérer le stress, de sa façon de gérer l'énergie, de s'exprimer.
Ah oui, presque tous les domaines, je vais être très, très au clair. En fait, tous les domaines où on est en relation humaine pour des problèmes autant physiques que psychiques, oui. Que ce soit à tous les âges, vraiment. Il existe de la musicothérapie pour la néonatalité et pour aider, par exemple, les parents à rentrer en contact avec leur bébé très, par exemple, prématuré ou nouveau-né ou bien lorsque le contact ne se passe pas bien, on peut aider vraiment à retrouver, à trouver ce contact non verbal qui est tellement précieux pour la suite de la vie, pour nous tous. Tout simplement par l'aspect sur mesure de la, voilà, de l'accompagnement, le fait de fabriquer des bandes sonores sur mesure pour la personne. On espère que ça puisse se passer comme ça parce que l'acouphène, en fait, c'est pas une maladie, c'est un symptôme qui est souvent créé dans le cerveau. Parfois, il est dû à des raisons somatiques, donc il faut déjà voir si c'est somatique ou non. Et puis, si vous vous rappelez le schéma que je vous ai partagé tout à l'heure, toute la partie inférieure qui traite de l'audition euh, émotionnelle directement, c'est comme un aspect de douanier par rapport à tout ce qui est entendu. Eh bien, ça, c'est comme le cerveau est très plastique, c'est quelque chose qu'il est tout à fait possible d'influencer. Donc le cerveau crée l'acouphène pour suppléer, par exemple, à une perte d'écoute dans une certaine, je trouve pas le mot, pour certaines fréquences. Et puis quand on lui donne à écouter des fréquences autour de cet acouphène, autour de la fréquence de l'acouphène, il va estimer que c'est bon, il n'a plus besoin de le fabriquer ou beaucoup moins. Mais ça ne marche pas toujours comme ça parce que parfois l'acouphène est lié à d'autres problèmes émotionnels. Et donc il faut aller voir un peu plus loin. Alors les difficultés sont le fait que il y a toujours un problème de stress lié aux acouphènes et encore plus par rapport à l'hyperacousie et que le fait indispensable d'apprendre à se détendre pour pouvoir améliorer justement ce circuit émotionnel de l'écoute rend plus conscient de tout son ressenti. Et pour quelqu'un qui a toujours essayé d'éviter ses ressentis, ça c'est difficile au début de voilà de passer par cette détente et de passer par un ressenti accru qui n'est pas que le ressenti positif, qui peut être aussi des ressentis qui sont très pénibles. Le chant va favoriser la détente par l'expiration, puisqu'on chante sur l'expiration et expirer de façon longue, ça va toujours amener une détente. Donc ça amène une détente à la mère et forcément à l'enfant qui reçoit toutes ces informations directement. À savoir que l'enfant intra-utéro, il entend la voix de sa mère déjà à partir de la 20e semaine. À partir de la 25e, il reconnaît les voix. Et pour la mère, c'est une façon d'entrer en contact avec son enfant, de lui chanter déjà quelque chose, de se chanter et de lui chanter déjà quelque chose. Et donc, l'enfant peut même intra-utéro réagir à des chansons
que la mère va répéter, chanter et manifester sa préférence déjà intra-utérus. C'est arrivé que des femmes me disent: ah oui, chaque fois que je chante ce chant, il réagit ou elle réagit. Et voilà. Alors, la voix de la mère est entendue par l'enfant à peu près comme elle s'entend elle-même. Et donc, une fois après la naissance, alors que tous les paramètres changent pour l'enfant, cette voix, c'est comme un cordon ombilical pour l'enfant. Un autre aspect du chant prénatal très utile, c'est que la mère ose vocaliser des sons qui sont pas forcément jolis, de façon à s'aider aussi pour l'accouchement. Et souvent on me dit: ah bah c'est vraiment ça qui m'a aidé à lâcher, à aller dans ce courant qui est vraiment, ma foi, dans lequel on est obligé d'aller pendant l'accouchement. Et c'est ce qui peut aider. Alors le partenaire, le compagnon, est invité aussi aux séances de façon qu'il soutienne, qu'il fasse aussi, qu'il accompagne, qu'il n'ait pas peur de vocaliser aussi. Alors, une future maman, c'est une femme avant tout, avec, ses difficultés personnelles éventuelles, et souvent cette idée que la grossesse c'est un moment merveilleux et que si on a des anxiétés ou des stress, bah c'est pas normal. Donc, tout dépend de ce que la mère vit, peu importe le moment où on commence ce processus, mais l'important c'est qu'elle soit en contact avec elle-même, qu'elle puisse exprimer les choses, qu'elle puisse vocaliser aussi. Et donc, je pourrais pas vous répondre précisément. Il n'y a pas d'étape toute faite. Alors, les massages avec les bols tibétains que vous voyez là derrière. Donc, je, je fais souvent un massage avec ce gros bol comme ça. Je vous le fais écouter. Il a un son très profond et la vibration, quand, quand on le touche, va être très très perceptible. Alors, je vais faire ce massage sur tout le corps. Je le range là, voilà. Désolée mon bol, je t'ai pas laissé finir. Mais voilà, je vais faire ce massage sur tout le corps et la personne va pouvoir ressentir ses vibrations, ressentir son corps très profondément d'une façon tout à fait renouvelée. Ça peut permettre aussi à des personnes qui supportent pas d'être touchées, en fait, de vivre un massage. Par exemple, des personnes qui ont des troubles autistiques et qui supportent pas le contact vont pouvoir me guider, me dire oui, passez là, faites ci, et de pouvoir donc maîtriser ce qui se passe et ressentir en même temps. C'est en fait la musicothérapie m'a été apportée par mon prof de musique quand j'étais en train de faire ma maturité. En Suisse, on ne fait pas le bac, on fait une maturité et beaucoup de branches, toutes les branches scolaires font partie voilà. Et c'est mon prof de musique, donc j'avais particulièrement beaucoup de musique pour faire ma maturité, qui m'a parlé de ça parce que je voulais voilà, je voulais faire relier la musique et les soins, au fond. Et je ne connaissais pas, c'était il y a fort longtemps, vous voyez, et, euh, et la musicothérapie commençait à apparaître. Et bon, j'ai fait un long détour parce que il n'y avait pas de formation forcément à m'apporter tout de suite. Et mes motivations, eh bien, elles sont restées les mêmes en fait. J'ai l'impression qu'il y a tellement à découvrir dans ce monde de soins sonores que voilà, il y a beaucoup à faire là-dedans. Alors la voix, c'est l'intime. Chacun
à sa propre voix. La voix, elle donne aussi comment on se vit à l'intérieur de soi. Et donc c'est un moyen, une voie royale pour aller vers la connaissance de soi et c'est aussi une voie de vulnérabilité. Alors par exemple, pour un exemple avec la voix, Mhm. j'accompagne en ce moment une personne, c'est une femme qui a 75 ans, qui a eu un père très musicien, qui a elle-même fait de la musique dans sa jeunesse, mais qui n'a jamais été reconnue dans son aspect sensibilité musicale. Et elle est venue me trouver parce que justement, à chaque fois qu'elle voulait chanter, elle pleure. Elle pleurait. Et donc, on a exploré par la voix, justement, par la respiration, par la voix, par les vibrations, ce qui la touche tellement. Et elle a pu, grâce à ces sensations, à ces émotions qui arrivaient, retourner dans des traumas qu'elle avait complètement oubliés. Alors je dirais, la musicothérapie, c'est une thérapie ancestrale, archaïque, à la fois, parce qu'elle a toujours accompagné l'humanité. On a toujours accompagné avec des sons. Maintenant, elle fait partie des recherches de pointe. Et il y a énormément de recherches scientifiques qui en témoignent. Mais elle n'est pas encore institutionnalisée. Et donc, je dirais, comme tout à l'heure, je dirais, eh bien, dans tout le domaine, on peut avoir un bénéfice à la musicothérapie. Alors, je pense à l'éducation, tout le milieu éducatif, que ce soit dans l'éducation spécialisée, mais pas seulement. Le fait de pouvoir jouer ensemble amène des échanges et une capacité de relation qui est énorme. J'ai moi-même, quand j'enseignais la musique, animé des ateliers pour les enfants qui avaient des problèmes d'apprentissage. Et très souvent, par exemple, qui avaient des problèmes pour décrocher la lecture, très souvent, le fait d'utiliser des groupes de tambours, par exemple, ou des groupes de sons, les aidait à décrocher la lecture. Alors, je pense avoir donné déjà quelques exemples. Euh, oui, c'est une aventure parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans la séance, dans aucune séance en fait. C'est toujours, euh, c'est toujours nouveau, c'est toujours encore non vécu. Et donc, c'est une aventure, une vraie aventure. On ne sait pas par où on va passer exactement. Je n'ai pas de processus fixe. Je vais accompagner avec ce qui se passe. Alors, on veut l'envoi, c'est ouvrir les ailes à sa voix, mais sa voix aussi personnelle, V-O-I-E. Et donc, c'est toujours le cas. Enfin, j'essaye d'accompagner les personnes pour qu'elles ouvrent leurs ailes, les ailes à leur propre voix, avec les deux orthographes.
Alors, l'avantage énorme d'être en association, c'est d'avoir des échanges, de pouvoir vivre des congrès, des colloques, des échanges d'informations et aussi une promotion de notre profession. Donc notre association là en Suisse, elle fait partie d'une fêtière qui va faire la promotion des arts-thérapies en général aussi. Et donc ça c'est extrêmement précieux. Pour les patients, il y a un avantage d'être en affiliation en Suisse, en tout cas ça se passe comme ça, avec des instances qui vont être, disons, médiatrices entre les thérapeutes et les assurances maladie pour que les thérapies soient remboursables, remboursées aux patients. Donc il y a un avantage économique pour les patients, mais malheureusement pas toujours. Toutes les assurances ne remboursent pas toujours les thérapies. Alors je dirais une thérapie qui passe par le non-verbal, par essence, ne peut pas être expliquée. Donc il faut essayer. Et puis sinon, je dirais à la société en général, faire de la musique ensemble sans aucun souci de performance, c'est quelque chose que malheureusement on a perdu et que il est grand temps de retrouver, à mon avis. Et d'ailleurs, quand on chante ensemble, par exemple, euh, notre taux d'ocytocine va augmenter, nos endorphines vont augmenter. On a fait des expériences scientifiques là-dessus. Il y a clairement un impact même physiologique du chant, de la musique sur notre bien-être, oui. Alors, le moyen le plus simple, c'est de m'écrire un courriel à mon adresse, donc bolly@envolenvoie.ch. Et sinon, c'est possible aussi pour fixer un rendez-vous, parce que je fais aussi des séances en ligne parfois, euh, par téléphone en fait, plus que par visio. Et donc, on peut m'appeler en général entre 14 heures et 14h30 du mardi au samedi. On peut me contacter directement pour fixer un rendez-vous.